L'équilibre mondial est en train de basculer. D'un côté, on a des alliances historiques et de l'autre, des puissances émergentes qui redessinent complètement les règles du jeu. Alors dans ce décryptage, on va s'attaquer à un sujet absolument fondamental. La dynamique hyper complexe, souvent mouvante et, on ne va pas se le cacher, parfois très tendue, entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. L'enjeu, c'est de comprendre comment ce fameux triangle géopolitique façonne l'économie mondiale, la souveraineté technologique et au final, l'avenir diplomatique de l'Europe. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Voici le programme de notre décryptage. 1. L'ascension d'une superpuissance. 2. Le basculement européen. 3. Le triangle transatlantique. 4. Au cœur de la stratégie chinoise. Et 5. Une nouvelle voie européenne. Il faut savoir que toute notre analyse d'aujourd'hui repose sur un seul document, mais un document d'une richesse exceptionnelle. C'est le rapport d'information officiel de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale française, publié en juin 2025. C'est un texte dense, parfois très critique, mais qui a vraiment le mérite de poser un diagnostic clair sur un demi-siècle de diplomatie, bien loin des simples affrontements idéologiques habituels. Ce travail colossal a été piloté par la députée Sofia Chikirou. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit en parcourant tout ça, c'est la démarche. L'idée du rapport, ce n'est absolument pas de distribuer des bons ou des mauvais points, mais d'analyser la situation froidement, à travers le prisme des intérêts souverains de chaque nation. Et comme on va le voir, le texte n'y va pas par 4 chemins pour proposer des voies de rééquilibrage. Première partie, l'ascension d'une superpuissance. Pour bien comprendre d'où on vient, il faut faire un petit saut dans le temps, direction le début des années 2000. C'est quand même fascinant de voir le décalage monumental entre les attentes de l'époque et la réalité d'aujourd'hui. En 2001, quand l'Europe soutenait à fond l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, l'espoir était énorme. On pensait que l'ouverture des marchés allait naturellement pousser la Chine vers un modèle politique et économique à l'occidental. Sauf que, l'histoire a pris une toute autre direction. La Chine a développé son propre modèle, un capitalisme d'État hyper puissant et très enraciné dans ses traditions. Et au lieu du partenaire docile qu'on espérait, elle s'est métamorphosée en une redoutable machine économique. Et les résultats de ce modèle sont juste hallucinants. En 2022, le PIB chinois atteignait ce chiffre vertigineux de 18 300 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, on ne parle plus du tout de l'atelier du monde qui fabrique des objets à bas coût pour les marques européennes. C'est aujourd'hui une superpuissance économique à part entière qui a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté. C'est très simple, ce rattrapage fulgurant a littéralement rebattu les cartes du monde. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, le basculement européen. Parce que, face à cette nouvelle réalité économique indéniable, l'Europe a bien dû s'adapter. Le vrai point de rupture, il arrive en 2019. L'Union européenne change de ton et dégagne une nouvelle étiquette officielle, rivale systémique. C'est un changement de vocabulaire qui veut dire beaucoup de choses en diplomatie. La Chine n'est plus juste un partenaire avec qui on coopère, c'est un concurrent dont le modèle heurte directement les intérêts stratégiques européens. C'est le début d'une ère de méfiance, déclenchant des mesures de défense et des enquêtes sur les subventions chinoises, que ce soit pour les voitures électriques ou les panneaux solaires. D'ailleurs, le rapport utilise un concept super intéressant pour expliquer l'intensité de ces crispations, le piège de Thucydide. En gros, c'est une théorie géopolitique redoutable qui dit que lorsqu'une puissance émergente, ici la Chine, menace de détrôner la puissance dominante établie, à savoir les États-Unis, la confrontation devient presque inéluctable. Et le problème, c'est que l'Europe se retrouve aujourd'hui coincée en plein milieu de cette dynamique d'affrontement mondial. Troisième partie, le triangle transatlantique. Car soyons clairs, on ne peut absolument pas analyser la relation entre Bruxelles et Pékin sans parler de l'ombre géante de Washington. Il suffit d'écouter cette citation de Donald Trump en mai 2025 pour saisir l'ambiance. L'Union européenne est à bien des égards plus méchante que la Chine, d'accord ? Oh, ils vont céder beaucoup, vous verrez, nous avons toutes les cartes en main. C'est assez glaçant, non ? Ça illustre parfaitement la pression brutale que les États-Unis mettent sur leurs alliés historiques. Washington voit souvent l'Europe comme un marché qu'il faut plier à sa propre stratégie, particulièrement dans sa volonté d'endiguer l'ascension de la Chine. Et c'est là que l'analyse du rapport devient hyper incisive. Le document pointe du doigt ce qu'il appelle l'atlantisme européen. En gros, l'argument avancé, c'est qu'en s'alignant de manière quasi systématique sur la politique agressive des États-Unis vis-à-vis de Pékin, l'Europe joue contre son propre camp. En apportant cette guerre commerciale qui n'est pas la sienne, elle fragilise son industrie et renonce à son autonomie stratégique. Le risque majeur mis en lumière, c'est celui d'une Europe qui deviendrait un simple appendice de l'influence américaine, incapable de porter une voie diplomatique indépendante. Quatrième partie, au cœur de la stratégie chinoise. Parce que si l'Europe semble parfois fragmentée et hésitante, le rapport nous montre que, du côté de Pékin, le tableau est radicalement différent. Le grand atout de la Chine, mis en évidence dans le document, c'est sa capacité à planifier sur le temps long. Là où nos démocraties occidentales pensent souvent jusqu'à la prochaine élection, la Chine pense en décennies. Regardez bien l'évolution de ses plans. En 2006, le but était de doubler le PIB.
En 2011, on bascule intelligemment sur la consommation intérieure. En 2016, focus total sur l'innovation technologique. Et en 2021, la priorité devient la transition écologique. C'est une agilité stratégique incroyable, où chaque étape prépare minutieusement la suivante. Et cette vision de très long terme, elle s'exporte avec les fameuses nouvelles routes de la soie. Ce n'est pas juste un projet pour couler du béton, c'est une toile géopolitique massive qui connecte déjà plus de 150 pays. En finançant des ports, des autoroutes et des câbles numériques partout dans le monde, la Chine sécurise ses chaînes d'approvisionnement et s'assure une influence diplomatique incontournable face à l'ordre mondial traditionnel. Mais attention, l'influence chinoise ne se limite pas aux infrastructures physiques. L'innovation est devenue le nouveau champ de bataille. Regardez cette statistique de 2024. La Chine rassemble désormais plus de 20% des chercheurs les plus cités au monde, talonnant de très près les États-Unis. Avec des investissements massifs en recherche, la Chine ne se contente plus de copier. Aujourd'hui, c'est elle qui invente et impose ses standards, que ce soit sur les batteries au lithium ou la 5G. Et ça nous mène à notre cinquième et dernière partie, une nouvelle voie européenne. Face à ce constat qui peut paraître rude, comment réagir ? Eh bien, c'est l'objet de la dernière section du rapport qui ne se contente pas de critiquer mais propose pas moins de 50 recommandations officielles. Le but affiché n'est pas de fermer les frontières ou de s'enfermer dans une hostilité aveugle. L'idée, c'est plutôt d'abandonner le dogmatisme du libre-échange absolu pour redéfinir totalement les règles du jeu et construire un partenariat vraiment équitable. Pour faire simple, toutes ces propositions s'articulent autour de 3 grands piliers. 1. L'urgence climatique. La Chine reste attachée aux accords de Paris, donc avancer ensemble sur des co-entreprises dans le solaire ou les véhicules électriques, c'est crucial. 2. Une vraie réévaluation commerciale, avec l'instauration de quotas ou de prix planchers pour se protéger de la concurrence déloyale et relocaliser les industries. Et 3. Le rapport insiste sur le bilatéralisme français, soulignant que la France doit conserver ses propres coopérations d'excellence en sciences ou dans le spatial, perpétuant ainsi son héritage non aligné. En fait, toute la philosophie du document tient dans cette idée. Reconstruire la souveraineté européenne, mais sans s'isoler. C'est l'idée d'un protectionnisme solidaire. L'Europe doit reprendre le contrôle de ses chaînes de production et exiger la réciprocité, bien sûr. Mais tourner le dos à une puissance millénaire dotée d'une telle force d'innovation serait, selon le rapport, une erreur historique tragique. Ce qui nous laisse avec une interrogation absolument fondamentale pour conclure. Si s'aligner strictement sur une autre superpuissance mène à l'affaiblissement, l'Europe aura-t-elle l'audace politique de tracer sa propre ligne de crête entre coopération indispensable et compétition acharnée ? C'est la réflexion ultime que nous laisse ce rapport, et ça prouve bien à quel point les décisions commerciales qui sont prises aujourd'hui sont